J'ai vécu mon enfance et j'en remercie tous les miens. Ma mère a commencé et puis tout mon entourage dans le souvenir de mon père. Un souvenir qui n'était pas larmoyant du tout, mais un souvenir qui me le faisait comprendre comme un homme, je vous dirais, souvent ceux qui ne sont plus là, on les idéalise. Mais enfin, j'ai tout de même des faits, des témoignages comme quoi mon père était un homme d'exception. Ça a peut-être l'air enfantin de dire ça ou un petit peu naïf, mais je crois dans une grande part, au point de vue intellectuel, au point de vue sentiment, au point de vue esprit, chrétien, entre autres. Et... Sous-lieutenant, 28 ans. Normalien, agrégé de lettres, le voici à Auch en 1911, aux temps heureux son nuage. Il est affable, serviable, dit-on, c'est un humaniste, sûrement un farouche ennemi de la violence. Sa fille n'a qu'1 an lorsqu'il meurt à la guerre, et pour faire exister ce jeune père disparu, il ne lui est resté que les souvenirs des autres, quelques objets, quelques phrases, dites et redites comme des prières. Bon, bien sûr, Alain Fournier était connu de tous ceux qui lisent, n'est-ce pas? Et mon père était connu dans sa sphère. Et là, mon père a été certainement, comment dirais-je, reconnu dans cette découverte parce qu'il était avec Alain Fournier, ce que tout le monde savait. Et par contre, comme mon père, lui, avait et son alliance et sa plaque, et qu'il était absolument certain que c'était lui, Pierre Imbert, qui était avec Alain Fournier, l'un a fait réciproquement découvrir l'autre. Le capitaine, Savinien Boubé de Gramont, 48 ans. Une carrière sans éclat. Courageux, humain, dit-on, avec ses troupes. Un militaire de son temps, vieilli en garnison. À son âge, il ne cherche plus la gloire, mais il a un sens aigu de la discipline. Il suit à la lettre l'ordre de Joffre. Il est prêt au sacrifice, au sien et à celui de ses hommes. Il le prouve. Il ne faisait pas d'esbrouf, c'était pas un matu-vu, mais c'était un gars qui, investi d'une mission, étant donné sa formation, l'accomplissait jusqu'au bout et tenait essentiellement à respecter autant que possible la vie de ses hommes. Voilà. Sur le plan familial, il a toujours, moi j'ai toujours entendu dire, c'était quelqu'un de discret aussi, réservé, voire timide, et ne parlant pas volontiers. Sur le moment, une bribe de phrases à la télévision. Et en entendant le nom de Fournier, alors j'ai déduit, alors mon père aussi. Et puis, d'ailleurs, ma télévision s'est arrêtée, elle n'a plus marché. Je souhaite, comme je l'ai déjà répété, qu'il reste avec ses hommes, puisqu'il avait choisi d'être avec eux, et qu'on ne les sépare pas dans la mort, puisqu'ils sont unis dans la mort. Je vous ai interrogé sur leur passion, je vais vous interroger aussi sur la vôtre. J'ai une formation scientifique. Alors si vous me donnez un petit bout comme ça d'une histoire, moi je vais essayer de suivre le fil jusqu'au bout. C'était plus une passion, si vous voulez, de chercheur. Hein. Les choses basculent quand on commence à ouvrir la fosse. Là, à ce moment-là, on a la réalité devant les yeux. Bon, c'est très émouvant de les identifier au fur et à mesure. D'abord, pour le scientifique, c'est découvrir on puisse trouver des objets dans un tel état de conservation. Vous voyez les semelles de souliers, etc. C'est tout de même sidérant. Il y a des objets personnels. Là, on a trouvé un chapelet, on a trouvé un miroir de poche, on a trouvé une paire un briquet, etc. Donc c'est très très émouvant. Mais maintenant, je commence à envisager d'abord je reviens tout de suite à la vie, moi. Ça, c'est une émotion, disons, passagère. Je reviens à la vie, on est un monde de vivants. Je pense, par exemple, aux pèlerins qui viendront là.
J'aimerais bien que ces corps restent ici, qu'il y ait une tombe commune avec une stèle, quelque chose, de façon que des pèlerins, des lecteurs du Grand Maune puissent venir là, se recueillir sur cette tombe, dans ce contexte-là, dans cette clairière. Ça me paraît très intéressant. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de dislocation là, à ce niveau-là. Alors ça, c'était le numéro 8. Le long de la clavicule. Il est posé sur la clavicule, en fait. Et il est de champ. Comment a-t-il été blessé? Est-il mort sur le coup? Est-il mort... Bon, il y a eu des réactions, en effet. S'il a levé le bras pour montrer qu'il n'était pas mort et qu'on le relève, donc il n'est pas mort sur le coup. Peut-être, mais je pense que ce sont les archéologues qui pourraient le dire, a-t-il été ou non, et ça j'en ai pas eu précision d'information, a-t-il été achevé, parce que certains crânes ont tout de même été touchés, et certains blessés, grands blessés, avaient été achevés par les Allemands. Ça, on s'en est rendu compte, je crois, aux découvertes de... Bon. Mais j'ai jamais su si mon père avait été de ceux qui avaient été achevés. Ou... Les braves ont été démontés un à un et transportés au laboratoire. Ici, l'anthropologue est devenu médecin légiste pour déterminer les causes. Nous avons également d'autres impacts sur les crânes, par exemple, comme celui-ci, qui est l'individu numéro 17. La balle est rentrée juste au-dessus de l'œil droit et elle est ressortie par l'arrière du crâne en déchiquetant une bonne partie de la base du crâne. Aucune trace d'acharnement. Il s'agit vraisemblablement du coup de grâce, comme pour 5 autres blessés à la colonne vertébrale ou au bassin. Après lavage et observation, le travail consiste à noter et aussi à dessiner tous les ossements et impacts tels qu'on les voit. Donc sur ces ossements là, nous voyons très bien le coccyx. Les spécialistes ont fait parler ce bois de Saint-Rémy où se joua le drame. Ce lieu si paisible, à l'écart, à l'oubli, jusqu'au jour où, en 1991, sous un chêne, poussa la pointe d'un brodequin. Les combattants anonymes, dont la vie s'estompait dans les mémoires des familles, ont depuis retrouvé leur identité. On connaît à présent les circonstances restées longtemps obscures de leur mort. Les recherches historiques et la fouille ont permis de reconstituer les phases du combat.
les derniers instants des soldats, la gravité de leurs blessures. Elle laisse imaginer leur souffrance et leur pitoyable agonie. Alors, les deux compagnies, 22e avec le lieutenant Marien à sa tête, et le 23e avec le lieutenant Fournier et le sous-lieutenant Imbert, sont envoyés en reconnaissance à travers bois. Ils contournent une côte qui s'appelle la côte des Bœufs et ils arrivent sur la tranchée de Calonne. Arrivés là, Alain Fournier et Imbert constatent qu'il n'y a pas d'Allemands et que leur mission est quasi terminée. Ils sont prêts à faire demi-tour. Mais arrive sur les entrefaites le capitaine Boubet-Gramont qui leur dit, quand on ne trouve pas le Boche, on le cherche. Et alors qu'ils étaient partis en direction de Dommartin, à partir de la tranchée de Calonne, Imbert, Boubet-Gramont les entraîne vers Saint-Rémy, c'est-à-dire ici. Et c'est à ce point J que les choses vont commencer. Par là-bas, à droite, la 23e compagnie avec Alain Fournier et Imbert, et ici, le capitaine Boubet-Gramont suivi de Marien et de sa compagnie, la 22e. Et les témoignages là-dessus sont concordants. Le sergent Baquet, qui était sous les ordres d'Alain Fournier, dit « Nous entendons des coups de feu sur notre gauche, nous nous précipitons au son, et ils arrivent à la lisière de ce bois. » Alors, ça veut dire que Boubet-Gramont, suivi de Marien, et de ce qui reste de sa troupe, parce que dès les premiers coups de feu, il ne reste plus, d'après le propre témoignage de Marien, il lui reste 20 soldats autour de lui. Et dans le même temps, il reste 20 soldats derrière Alain Fournier et Imbert. Autrement dit, le gros de la troupe a fait demi-tour et est reparti. Imaginez une quarantaine d'hommes, et d'ailleurs, ça concorde tout à fait avec le témoignage allemand. Les Allemands disent « Nous avons été agressés par une quarantaine d'hommes avec à leur tête 2 officiers », c'était donc le capitaine Boubet-Gramont et Marien. Imaginez donc l'assaut ici, fusillade, assaut, et pour découvrir quoi à la lisière, qu'on vient d'assaillir un poste de secours. Il y avait eu pause dans les combats, et vous aviez 70 brancardiers allemands qui étaient en train de ramasser les blessés et les morts. Et là, c'est un corps à corps à l'ancienne. On voit l'ennemi en face, de face. On le scrute partout. On a aussi l'idée qu'il serait partout, très proche, derrière l'arbre prochain, prêt à se lancer sur toi. Et ce corps à corps qui avait lieu en effet était tout particulièrement inepte pour les Allemands qui voulaient faire vite. Je comprends la méprise. Boubet-Gramont arrivant là, voit défiler parmi les troncs des silhouettes allemandes. Avec certaines sont armées, il leur donne le feu. Et c'est au moment de la fusillade que Alain Fournier va le rejoindre. Et quand ils arrivent au bord de ce bois, à la lisière, ils constatent que en fait, c'est une ambulance allemande tirée par 2 chevaux. Et que finalement, il y a déjà 8 infirmiers qui ont été tués par la fusillade. Les autres sont blessés, etc. Alors bon, c'est un épisode, si vous voulez, le sergent Baquet dit « piètre ce prisonnier que nous avons fait là ». Certainement que tout le long de la lisière, l'attitude a dû être très différente. Il y avait peut-être quelques soldats français un peu excités, il y en avait d'autres au contraire très compréhensifs, puisqu'un Allemand dit « quand on a vu arriver les Français, on leur a montré notre brassard ». Il y a le témoignage d'un brancardier qui dit « On a montré notre brassard, les Français nous ont fait signe qu'ils ne nous voulaient pas de mal, mais qu'on leur rende nos armes, ce que nous avons fait. » Autrement dit, ça veut dire que les brancardiers étaient armés. Ce qui explique la méprise de Boubet-Gramont. Il est donc tout à fait justifié. La balle venait donc de derrière et est ressortie entre les jambes de l'individu. Voilà, dans ce sens-là. Voilà. Le deuxième impact, lui, quand on prend la jambe donc de face, comme ça, le devant de l'individu étant ici, est entré par devant, a broyé la tête fémorale, poursuivi sa route dans le fémur, enfin dans le coxal qui se situait ici, et a également très endommagé tout le coxal, toute la hanche
du personnage. Ça a eu pour effet d'immobiliser cette personne. C'était évident qu'on ne pouvait plus marcher avec ce genre de blessure. La fouille de la sépulture, qui a apporté une contribution déterminante à l'archéologie funéraire, a permis d'identifier 19 des 21 corps, de restituer à chacun ses objets militaires et ses objets personnels, le contenu de sa pipe, son couteau ou son briquet, son chapelet et son alliance.